Bonjour ou bonsoir à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler du programme Erasmus+, avec des conseils, mes ressentis, mon expérience, etc. Nous allons aborder beaucoup de thèmes dans la vidéo. Du coup, tout d'abord, je me présente. Je suis étudiante en deuxième année de licence LLCER espagnol à Paris à la Sorbonne et je pars du coup un an faire ma troisième année à Madrid à l'université de Carlos III. Première étape, l'inscription au programme Erasmus+. Première étape, c'est se familiariser avec le site de votre université à la rubrique Erasmus+. C'est-à-dire par là qu'il faut aller sur le site dès juillet-août pour se renseigner sur les futures dates d'inscription. Par exemple, pour ma part, ça a été de début novembre jusqu'aux vacances de décembre. Ensuite, quels sont les papiers à fournir? Donc, par exemple, il y aura le CV, la lettre de motivation, le RIB, les impôts, etc., etc. Je développerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir, regardez les PDF s'ils sont sur le site pour commencer un petit peu à les lire, à les comprendre, etc. Parce que ce sera sûrement des futurs documents à envoyer plus tard. Et du coup, il faut un peu se familiariser avec. Mais même si le site de votre université n'est pas actualisé par l'administration, ce n'est pas grave. Même si les documents datent de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, ce n'est pas grave parce que au moins ça donnera juste une idée pour un petit peu savoir à quoi s'attendre. Pour ma part, pour cette étape, ça a été assez long et difficile pour m'adapter et comprendre puisque forcément, il faut comprendre un peu toutes les étapes, les documents à lier, il y a des PDF de plus de 20 pages, certains, donc bon, ça a été un petit peu difficile au début. Mais après ça commençait un petit peu à aller mieux. C'est un conseil que je vous donne car il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute car à la rentrée on n'a probablement pas le temps avec tout ce qu'il y a à faire. Pour les papiers à fournir que j'ai parlé juste avant, j'ai parlé de RIB et de lettres de motivation. C'est deux points que je veux surtout aborder avec vous parce que tout d'abord, ce qu'on nous a dit et redit surtout par rapport au RIB, c'est que le RIB doit être à votre nom et à votre compte. C'est-à-dire que le RIB ne doit pas être l'un de vos parents ou la famille, etc., car l'administration ne versera aucun argent sur le RIB qui n'est pas à votre nom. Ça, c'est un point super important. Et surtout, la lettre de motivation qui est le document le plus important dans votre dossier pour Erasmus+, puisque la lettre de motivation va compter 80% de votre dossier et les 20% restants, c'est votre dossier académique, donc vos notes. Votre lettre de motivation doit se marquer des autres, car celui qui la lira en a des centaines, donc forcément il va se lasser, il va pas, voilà. Et surtout c'est important de se marquer des autres. Être aussi original et avoir une lettre de motivation descriptive. C'est-à-dire donc pas juste dire bon je vais aller à Erasmus, cela me permettrait d'enrichir mes connaissances, blablabla. Non, ça c'est banal parce que tout le monde écrit ça ne se marque pas des autres et c'est pas original. C'est surtout ça qui est important pour que vous ayez plus de chances d'être admis en Erasmus. Et le conseil que je vous donne par rapport à la lettre de motivation, regardez surtout sur Internet, soyez curieux, allez sur Internet pour avoir des idées, sans bien sûr faire de plagiat, mais au moins avoir des idées, des inspirations pour votre lettre de motivation, pardon. Renseignez-vous et demandez conseil auprès d'un, voire plusieurs enseignants aussi, qui pourra sûrement vous aider à corriger la lettre, à donner des conseils, à modifier, etc. Dans ma lettre de motivation, personnellement, pour vous donner à peu près ce que j'ai fait, j'ai mis que pour moi, aller à Erasmus est une opportunité car je n'ai jamais eu l'occasion de voyager en Espagne, qui d'ailleurs c'est vrai, et que aller dans le pays originaire me permettrait pour mon orientation professionnelle plus tard. C'est une de mes enseignantes d'ailleurs qui m'a dit tous ces conseils pour ma lettre et auquel d'ailleurs je vous retourne ce conseil qui m'a été du coup très utile pour ma part. Donc posez-vous cette question dans votre tête avant de vous inscrire à Erasmus. Est-ce que je pourrais tenir 1 an ou 6 mois loin de ma famille? C'est une question importante et peut-être un peu stupide,
Mais en vrai, elle n'est pas si stupide que ça parce que beaucoup d'étudiants se disent oui, ok, ou même voire pas du tout y penser. Et au final, il y en a beaucoup qui abandonnent Erasmus à cause de ça. Et c'est important quand même d'y penser un petit peu parce qu'en vrai, ça peut quand même jouer beaucoup. Et pour terminer sur le point de la lettre de motivation, dans la lettre aussi, pour peut-être permettre un petit peu plus d'avoir une lettre de motivation assez compacte, de noter mes 3 vœux d'université auxquels je veux aller dans la lettre. Genre j'ai fait une liste, voilà, premier vœu, tac, deuxième vœu, tac, etc. On passe à l'étape numéro B pour se préparer à l'avance. Se préparer à l'avance est un moment important. Je vous conseille de bien vous préparer à l'avance pour tout ce qui est papier, administratif, tout ce qui est le plus pénible, comme j'appellerais ça. Car si vous avez un papier à faire qui peut prendre du temps, et parce que des fois il y a certains retards, ou au moins on s'y prépare à l'avance, c'est important. Car au moins c'est fait, comme ça vous êtes tranquille pendant la rentrée scolaire, vous n'avez pas de problème, etc. Comme par exemple, je pense surtout au papier du certificat de langue. Donc en général, c'est un papier, ce n'est pas obligatoire, mais certaines universités, et j'appuie bien sur le fait de certaines parce que pas tout le monde le demande obligatoirement, le certificat de langue pour rentrer à l'université d'accueil. L'université, donc, elles peuvent vous le demander, elle n'est pas obligatoire partout. Ce certificat de langue, elle se fait en général, par exemple, je pense à l'Institut Cervantes, mais on paye assez cher pour rien. Nous, on nous a dit que pour faire le certificat de langue, si vous en avez besoin, demandez à une enseignante et il va très bien aussi vous faire un certificat de langue, voilà, va vous passer peut-être un petit test, mais c'est toujours mieux que de payer une somme assez importante. Je crois que c'est dans les 80 ou 100 euros le certificat de langue, donc c'est un petit peu pour des étudiants un peu élevé. Voilà, on passe du coup à l'étape C, le jour J de l'inscription. C'est le jour J, ça y est. Du coup, personnellement, mon université a mis en place sur leur site internet un lien d'inscription. Et du coup, comme dit avant, cette inscription date de début novembre jusqu'aux vacances de décembre. Si vous avez, comme moi, ou enfin plus ou moins d'un mois d'inscription, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas le premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que si ça ouvre, par exemple, d'une date au hasard, le 1er novembre, à 13 h, bah, c'est pas parce que vous allez le 1er novembre à 13h01 que forcément vous allez être le premier arrivé, donc vous allez forcément être admis. Ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'inscrire le 1er novembre, comme je peux m'inscrire le dernier jour d'inscription. C'est pas arrivé premier service, ça se joue tout le temps au niveau de dossier administratif. En gros, il vous laisse un certain temps assez important, il vous laisse pas non plus 24 heures, il vous laisse un temps important pour préparer justement les dossiers, pour avoir le temps de se préparer, etc. Ça, c'est surtout important. D'ailleurs, lors de l'inscription sur le site, ils ont mis à disposition pour ma part une carte interactive, donc du coup ils appellent ça une carte interactive, avec toutes les universités du monde, donc il y a plein de points dans tous les pays, avec tous les noms des universités qu'il y a, etc. Donc pour ma part j'ai regardé l'Espagne, qu'est-ce qu'ils proposent, j'avais par exemple toute l'Espagne, les îles Baléares, Ibiza, etc. Avec comme ça, bah, cette carte interactive permet de voir toutes les universités qui proposent pour aller faire Erasmus. C'est pas les universités du monde comme ça, c'est pour aller faire Erasmus. Concernant le choix de l'université, puisque comme je l'ai dit avant dans la lettre de motivation, j'ai mis des vœux dans ma lettre de motivation, surtout, faites attention à vos choix, c'est le moment le plus important. Parce qu'une fois validé sur le site, parce que sur le site de l'inscription, donc le lien, vous allez rentrer donc vos coordonnées, les papiers, et en plus vous devez remplir des vœux d'université. Comme sur Parcoursup, c'est exactement le même principe. Mais faites attention parce qu'une fois validé sur le site, donc vous allez dire ok c'est bon, j'ai validé mes vœux, vous ne pouvez plus le changer. Du coup faites attention, donc renseignez-vous sur les matières et les filières que l'université propose, si cela vous correspond, si cela correspond à votre filière que vous êtes, parce que
ça doit ressembler à votre filière. En gros, l'université de France vous envoie dans un autre pays pour continuer la licence. Vous ne devez pas, par exemple, si vous êtes en licence d'espagnol, je ne vais pas pouvoir, par exemple, choisir une licence de maths. Non, je dois choisir les mêmes filières. Par exemple, l'histoire, la langue, la littérature, etc. Je dois choisir dans le même principe. Voilà. Du coup, on passe à l'étape numéro 2, la nomination à l'université d'accueil. Pour commencer, deux personnes vont être des éléments très importants pour communiquer avec l'université de départ. C'est ce qu'on appelle le coordinateur administratif et le coordinateur pédagogique. Pour vous expliquer, le coordinateur administratif, qui est au bureau d'Erasmus de votre université de départ, et en fait va transmettre votre dossier et vous inscrire à votre université d'accueil. Donc pas besoin de payer de frais d'inscription à votre université d'accueil et à s'inquiéter des dates d'inscription, etc. Donc ça c'est génial, c'est eux qui s'en occupent, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, le coordinateur pédagogique, quant à lui, il va s'occuper plutôt de tout ce qui est dossier académique, donc les notes, les cours que vous allez prendre, qu'il ne faut pas prendre ou pas, etc. Le coordinateur pédagogique, en fait, c'est un peu un cran en dessous du coordinateur administratif. Pour moi, que ce soit avec mon coordinateur administratif et pédagogique, pour vous dire, j'ai eu de très bonnes personnes, ils étaient très sympathiques, ils répondent très vite aux mails. N'hésitez pas du coup à leur envoyer des mails si vous avez des doutes, des questions, ils pourront sûrement vous aider. Ils sont là justement pour ça, ils s'occupent de votre dossier Erasmus, donc n'hésitez pas. Du coup, entre janvier et mars environ, vous ne serez pas lâché comme ça, sans doute sans rien, puisque le bureau Erasmus va organiser une réunion, donc personnellement c'est ce que j'ai eu, et qui vont vous permettre un petit peu de connaître les contacts du bureau Erasmus. Donc ils vont faire un diaporama au tableau avec les noms des personnes, des responsables, des bureaux à contacter, etc. Avoir aussi des conseils qu'ils vont vous donner, comme par exemple ne rien réserver avant d'avoir votre lettre d'admission. Ça c'est important, parce que si vous avez un billet d'avion, des logements, etc., non, il ne faut pas. Aussi conseiller voilà, sur les bourses, les aides qu'on aura, etc., etc. Il y avait un très long diaporama. Voilà, la réunion a duré une bonne heure. Étape A, le jour de la nomination. Lors du jour J des publications des nominations, ça y est, c'est le jour J, on est stressé, on est, etc. Vous allez avoir tout simplement votre nom et prénom, en fait, avec toutes les universités ou uniquement l'université auquel vous avez été admis. Que ça soit dans un tableau ou sur un site, moi j'ai eu sur un site, j'ai eu un lien internet avec un tableau avec mon nom et mon prénom. Et moi personnellement, j'ai eu que Carlos III qui m'avait admis. Du coup, voilà. En fait, on doit valider ou non le vœu. Donc moi, vu que j'ai eu Carlos III, je devais soit valider ou refuser le vœu. Bon, si vous avez plusieurs vœux, bah, vous validez uniquement le seul vœu, le seul université que vous choisissez. C'est qu'un seul que vous devez accepter et pas bien sûr tous. Ensuite, ne vous en faites pas, tout se fera automatiquement. Vous recevrez des mails explicatifs du coordinateur administratif. Vous serez assez bien dirigé. On passe à l'étape B, la lettre d'admission. Donc, un petit moment important quand même assez à décrire. Beaucoup plus tard, après votre nomination, vous allez recevoir votre lettre d'admission de votre université d'accueil à peu près vers juin-juillet. Ça dépend des universités. Il y en a qui prennent assez tôt, il y en a d'autres qui prennent assez tard. En vous indiquant que voilà, vous avez été admis à notre université de telle date à telle date, dans quel campus, s'il y a un campus. Moi, je sais que j'ai des campus, du coup, on m'a dit que voilà, vous avez été admis un an dans le campus un tel, et voilà, etc. Et la ville, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez la possibilité et les moyens de le faire, faites un voyage dans le pays auquel vous avez été admis par votre université d'accueil. Comme ça, vous allez voir votre université, vous allez voir le campus, vous allez voir des logements, si vous êtes par exemple en immobilier et tout, je reviendrai beaucoup plus tard dans la vidéo, j'en reparlerai. Allez voir la ville, comment ça fonctionne, avoir un peu des repères, etc. Comme ça, dès que vous serez à la rentrée, vous aurez un peu moins cette idée de peur et de stress et d'anxiété, voilà. Moi, pour vous dire, dès que j'ai eu l'opportunité, enfin dès que j'ai eu cette lettre de la lettre pardon d'admission
et que j'ai eu les moyens, je suis partie faire ce voyage à Madrid et j'ai vu un petit peu mon campus, la ville, les logements, et du coup ça m'a permis bien sûr d'avoir moins ce stress pour la rentrée, cette anxiété de se dire voilà c'est un nouveau campus, du coup je sais pas comment m'y prendre. C'est une très bonne astuce. On passe à l'étape C, se familiariser avec le site de l'université d'accueil. Donc comme ce que j'ai dit pour l'université de départ avant dans la vidéo, c'est important de voir le site de l'université d'accueil auquel vous serez pour un peu comprendre, voir et s'y habituer avec le site, bien évidemment. Je vais parler de comment ça s'est passé avec Carlos III pour ma part, pour vous faire un exemple. Dès que j'ai reçu ma lettre d'admission, on m'a envoyé un mail, du coup c'est le bureau Erasmus Incoming qui s'en occupe, me disant voilà mes identifiants ENT, que vous devez activer votre compte, etc. etc. Un mail très long et très descriptif avec toutes les étapes à suivre. Et une fois fait, en fouillant sur le site de Carlos III, j'ai trouvé d'ailleurs un super site avec toutes les étapes à suivre avant l'arrivée, à l'arrivée et au départ. C'est un site super, je vous le mets en bas dans la description pour voir un peu si vous êtes admis aussi à Carlos III comme moi. En parlant de Carlos III, ceci est une autre étape importante à vous dire, c'est que faites attention aux inscriptions pédagogiques. J'insiste bien sur ça. Je m'explique par là. Vous êtes inscrit dans votre université d'accueil, voilà, c'est merveilleux, certes. Mais vous devez aussi vous inscrire et payer les frais d'inscription de votre université d'accueil. Car c'est eux qui envoient, en fait, c'est eux qui vous envoient pour continuer votre cursus. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi vous inscrire à l'université de départ. En gros, vous avez 2 inscriptions aux universités. Troisième étape, les aides. Lors de la réunion que j'ai eue, on nous a expliqué comment fonctionnaient les aides. Donc ne vous en faites pas, vous n'êtes pas livré à vous-même comme ça. Pour vous simplifier, j'ai fait beaucoup plus simple. Il y a 3 sortes d'aides à retenir. La première aide, c'est l'allocation Erasmus+, comme on la connaît tous. Alors attention, elle est versée en 2 fois. Donc le premier 80% puis 20%. Du coup, le premier, donc les 80%, elle est versée vers décembre inclus et l'autre à peu près vers mars à peu près. Elle est calculée automatiquement selon le nombre de jours effectués, donc ne vous en faites pas, vous n'avez pas d'inscription à faire, ça se fait automatiquement par le bureau Erasmus+. Et attention, elle n'est pas mensuelle, comme ce qu'on a une bourse, etc. Donc il faut prévoir à vos frais jusqu'à décembre inclus, donc tout ce qui est loyer, nourriture, etc. Avec l'allocation Erasmus+, aussi, vous avez l'accumulation avec la bourse de l'université d'accueil. Par exemple, moi, je suis boursière à l'université de la Sorbonne. Du coup, je peux cumuler et l'allocation plus la bourse mensuelle de la Sorbonne. En deuxième aide, vous avez l'aide à la mobilité internationale. Donc, c'est une inscription, elle est très rapide à faire pendant le mois d'août. C'est jusqu'à fin août, je crois. Mais renseignez-vous auprès de votre bureau Erasmus+, qui peut vous indiquer les dates précises et les étapes à suivre pour l'inscription. Elle est calculée en fonction de votre budget familial, donc ils vont vous demander les impôts, voilà tout ce qu'on connaît à peu près habituellement. Si vous avez un handicap ou non, etc. Tout va se jouer. Elle est vraiment calculée en fonction de chacun. Elle est versée en une fois, donc vers septembre-octobre. C'est un peu, en fait, c'est une aide ponctuelle, c'est-à-dire elle permet, voilà, vous avez une fois puis basta. Et en troisième aide, vous avez l'aide régionale, etc. Donc voilà, ceci est à se renseigner sur Internet. Quatrième étape, un point super important, c'est le logement. Le logement est un point important pour faire Erasmus. En Espagne, comme le Crous n'existe pas, ils appellent ça Colegio Mayor pour les résidences universitaires. C'est une traduction de résidence universitaire. J'avais 2 choix. Donc soit je prends le Colegio Mayor ou soit je prends un appartement immobilier. Après, bien sûr, vous avez la possibilité de faire des colocations, etc. N'hésitez pas à faire votre demande au Colegio Mayor des environs pour avoir plus de chances d'être admis dans une résidence universitaire. Dès que j'ai fait ma demande, donc à peu près vers juin, on m'a refusé partout car on m'a dit qu'il n'y avait plus de place, que ce n'était pas possible, etc.
À ce moment-là, je vous le dis et je vous le conseille de ma propre expérience, et on me l'a dit, ne perdez jamais espoir. Surtout, ce qu'il faut faire pour avoir un logement étudiant, c'est d'insister par mail aux résidences, c'est-à-dire envoyer vraiment des mails assez souvent, tous les 2-3 jours, aux résidences, comme quoi vous êtes intéressé, que vous devez avoir un logement, je suis très intéressée, etc., etc. Vous devez vraiment insister par mail. Et du coup, j'appuie sur le fait d'insister, car il y a tellement de demandes qu'en fait, vous passez à côté, que si vous insistez, en fait, ils vous oublieront pas. C'est-à-dire, ils vont dire, bah, elle n'arrête pas de nous envoyer des mails, etc. Du coup, bah, forcément, bah, ça tape plus à l'œil. On passe à l'étape A, du coup, l'admission au logement étudiant, si vous êtes au logement étudiant, je l'espère. Une fois admis au logement étudiant, faites attention surtout à la caution d'entrée. On n'y pense pas, ou peut-être on y pense, mais on se dit, bon, c'est une petite somme, mais non, cette fois, c'est une somme assez importante pour ma part, puisque je suis dans les résidences universitaires. Pour ma part, ça a été très élevé, 1400 € la caution. Oui, ça pique vraiment, mais il faut prévoir aussi. Par la suite, le logement vous enverra un mail pour prendre rendez-vous pour l'intégration. Ils vous donneront la carte de votre logement et un papier pour faire l'état des lieux. C'est vraiment simple, c'est efficace, il n'y a pas besoin de 3 heures pour remplir des papiers. Vous avez payé votre caution d'entrée, vous prenez rendez-vous, ils vous donnent la carte et puis vous rentrez dans votre logement, puis ça y est, c'est fini. La cinquième et dernière étape, la vie à Madrid. Du coup, dans cette étape, je vais surtout regrouper plusieurs thèmes parce que c'est assez bref, comme la nourriture, la vie sociale, la carte de transport, la banque, le forfait, etc., etc. L'étape A, la nourriture. Du coup, en Espagne, la nourriture est équivalente en prix qu'en France et en termes de qualité, à peut-être quelques articles à peine plus chers et d'autres un peu moins chers. Il y a beaucoup de commerces comme Carrefour et Lidl qu'on connaît, donc ça fait des bonnes bases. Mais il y a aussi des marchés aux puces pour faire ses courses assez frais. Ça, c'est super intéressant. C'est très varié pour tous, donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a des petits supermarchés comme des grands. Voilà. Du coup, l'étape B, la vie sociale en Espagne. Bon, que dire des Espagnols? Bah, ils sont super très accueillants en fait, que ce soit dans les commerces ou à l'accueil de mon logement. Ils sont tellement accueillants, franchement, rien à dire. Vous pouvez discuter avec eux longtemps, sans souci, j'adore parler avec eux. Mais vraiment, ils sont tellement accueillants, c'est pas comme la France, c'est vraiment super génial. C'est un point super important parce que au moins si on a des questions ou des doutes, on peut aller à l'accueil, il n'y a pas de problème, ils sont là pour nous aider et ils nous le disent, on est là pour vous aider. Une autre étape, du coup, l'étape C, la carte de transport. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à oublier un petit peu ces petits détails, mais c'est surtout si vous êtes au centre, enfin à Madrid en général, bon, je pense aussi dans d'autres grandes villes d'Espagne, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, pour le centre de Madrid, c'est important de prendre une carte de transport pour pouvoir se déplacer forcément. Par étonnement, elle n'est pas assez chère du tout comparée à Paris. Je sais qu'à Paris, je paye à peu près 450 chez Navigo Air étudiant, je crois à peu près 400-450, alors qu'en Espagne, c'est 200 € annuels pour tous les transports illimités partout à Madrid, dans tous les arrondissements de Madrid. Pour avoir cette carte de transport, il suffit de prendre rendez-vous sur le site Tarjeta Transporte Público et d'aller se déplacer dans leur bureau, donc en présentiel, pour faire la carte. Vous allez faire la carte avec eux, voilà, etc. Et puis ils vous la donnent tout de suite. En parlant de carte, vu que je suis à Carlos III, puisque je voulais faire du sport, il existe une carte pour faire du sport à Carlos III. Donc vous choisissez votre activité et vous avez la carte pour accéder. Je vous mets le lien aussi en description pour vous renseigner et avoir la carte de sport qui est très intéressante parce qu'ils font des activités très variées, la natation, la course, l'escalade. Il y a vraiment de tous les sports pour tout niveau, ça c'est super génial parce qu'au lieu de s'inscrire dans des clubs de fitness ou autres, vous avez carrément le sport dans le campus, donc c'est vraiment génial. Donc la dernière étape, je regroupe la banque et le forfait. Donc je voulais quand même vous parler de ce point car ce sont des petits détails mais quand même importants. Pour la banque, renseignez-vous près de votre banque française habituelle. Donc moi je suis chez la Bred, du coup je me suis renseignée chez la Bred. S'il y a des frais quand on paye ou on paye sur internet ou on retire de l'argent parce que même si on est en Europe, il peut y avoir des frais, du coup faites attention.
et que justement, s'ils vous disent oui, il y a des frais à rajouter, donc selon les banques, s'il y a des frais à rajouter, on peut payer un petit sorte de forfait par mois et qui permet justement d'enlever ces frais à chaque fois si vous retirez de l'argent ou que vous payez en ligne. Pareil pour le forfait mobile, donc selon les opérateurs, quand vous prenez un forfait mobile, il y a forcément un forfait européen, donc à voir si cela vous suffit ou il y a besoin soit de faire un rajout dans votre forfait en France, donc par exemple, je ne sais pas si vous avez 10 gigas d'internet en Europe, par exemple de le monter à 20, ou sinon prendre directement un forfait en Espagne, mais bon, si vous avez la possibilité de garder celui en France, gardez en France, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, bah, j'ai fini pour cette vidéo d'Erasmus avec un petit peu tous les détails et les conseils et les étapes à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai un petit peu partagé de mon vécu, de mon expérience. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous avez toute question, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, bisous à tous!